Bonjour à tous. Donc, nous allons poursuivre aujourd'hui notre voyage à travers les traitements conventionnels de la chimiothérapie du cancer. Et le cours précédent était consacré aux alkylants. Et nous allons aujourd'hui continuer cette exploration des alkylants, essentiellement avec l'idée d'essayer de vous convaincre qu'au fond, ces médicaments qui existent depuis très longtemps, qui ont des modes d'action qui ont longtemps été mal compris, sont au fond revisités actuellement à la lumière d'un certain nombre de travaux récents. Et nous allons conclure cette partie sur les alkylants avec des stratégies nouvelles qui ont été publiées cette année et qui ouvrent des possibilités d'une approche différente et éventuellement plus efficace. Alors, avant de passer à ça, nous allons parler d'une autre forme de produits alkylants qui sont les dérivés du platine. Donc, les dérivés du platine, en fait, l'histoire commence dans les années 60 avec la découverte tout à fait inattendue que des dérivés du platine étaient capables d'avoir des actions antibactériennes. Et de cette action antibactérienne a été... ça ne marche pas très bien, ça. Attendez. Non, attendez. Vous voyez ou vous ne voyez pas vraiment? Si? Et ça s'arrête? Non? C'est intermittent, oui. Bon, attendez. Bon, alors écoutez, tant que ça ne vous gêne pas, donc dans les années, fin des années 70, des dérivés du platine, en l'occurrence de cisplatine, va être mis sur le marché en Europe et aux États-Unis pour le traitement des cancers. Peu de temps après, un autre dérivé dont on va reparler, l'oxaliplatine, est mis sur le marché pour le traitement d'autres types de cancers, essentiellement des cancers colorectaux. Et puis on commence à rentrer, vous voyez, à la fin des années 2000, dans des explorations mécanistiques de cette activité du cisplatine, avec en particulier la découverte que deux gènes essentiels dans la voie de recombinaison homologue de l'ADN, donc une voie spécifique de réparation dont nous allons parler un peu plus loin dans le cours, sont impliqués dans la résistance chez les patients au cisplatine. Et puis, là, les choses s'accélèrent, vous voyez, découverte que certains de ces composés peuvent conduire à une immunogénicité tumorale, également une première exploration de mécanismes de résistance, et puis quelque chose qui est intéressant, même si ça peut paraître marginal, c'est la découverte. Je crois que ça manque de piles, hein. Oui, merci beaucoup. Donc, une des difficultés des anticancéreux, et on va en voir plusieurs illustrations dans ce cours et dans le suivant, c'est au fond d'arriver à dissocier l'effet thérapeutique d'éventuels effets secondaires. Et est-ce que ces effets secondaires sont intimement, mécanistiquement liés à l'effet thérapeutique ou pas? Et il y a encore des questions qui sont d'ailleurs pas franchement tranchées pour un certain nombre d'entre eux. Et là, vous voyez, c'est récent, hein, ça a 5 ans, il a été montré que dans le cas du cisplatine, une complication qui était la surdité en réponse au traitement, en fait, cette surdité en réponse au traitement traduit un stress oxydant aigu, et avec des infusions de thiosulfate qui va lutter contre ce stress oxydant aigu, on est capable d'arriver à avoir une protection de l'audition qui ne se fait pas aux dépens d'une perte de l'efficacité antitumorale. Donc on a pu séparer finalement l'effet désiré, qui est l'effet anticancéreux, de ces effets secondaires, mais néanmoins très gênants, qui ne répondent pas au même mécanisme et qui donc peuvent être prévenus. Et puis, vous voyez, très récemment, également, l'identification d'une polymérase qu'on appelle la translation synthesis, une polymérase infidèle qui va passer sur les trous pour reboucher les trous. Et donc, cette polymérase peut être une cible dont l'inhibition va augmenter la sensibilité clinique du cisplatine. Et vous voyez, très récemment, la découverte également que l'activation de la voie Sega-Sting, qui va conduire à la sécrétion d'interférons, va être activée chez les patients traités par du cisplatine. Donc vous voyez des dérivés, décidément.
Voilà, des dérivés simples, puisque voici la formule de ce cisplatine. Vous voyez un atome de platine entouré de 2 atomes de chlore et de 2 résidus NH3. Et une structure très simple, mais qui est néanmoins extrêmement efficace, et donc dont le mode d'action commence à être mieux compris. Alors, quand on regarde un peu ce que disent les textbooks, ceci est sorti d'une revue déjà un petit peu ancienne, ce cisplatine est en fait un alkylant bivalent qui va pouvoir faire deux liaisons avec des molécules biologiques. Et ces 2 liaisons avec des molécules biologiques, de manière extrêmement simple, peuvent être soit des liaisons entre 2 bases sur le même brin d'ADN, donc qui vont se comporter comme une base anormale, soit des liaisons entre 2 brins différents qui vont donc souder les 2 brins et empêcher la réplication, soit des lésions entre l'ADN et une protéine qui vont donc créer un obstacle au processus dont on a déjà parlé de transcription et de réplication. Alors, une chose qui n'est pas forcément appréciée dans la plupart des textbooks, c'est qu'en fait, certes, l'ADN est une cible importante, mais seulement 10% des atomes de platine sont liés à l'ADN. Donc il y a aussi beaucoup de platine qui se fixent un peu n'importe où, y compris sur des protéines, posant donc la question de savoir quelle est la cible clé pour l'effet anticancéreux. Est-ce que c'est l'ADN? Est-ce que ce sont des complexes ADN-protéines? Est-ce que c'est éventuellement l'ARN? Et ceci donc m'amène à vous, bien sûr, des liaisons entre deux brins d'ADN, si elles ne sont pas réparées, ne peuvent se traduire que par une cassure. Et donc ceci m'amène à vous parler des processus classiques bien connus de réparation des cassures double brin de l'ADN, qui vous sont représentés ici, avec très schématiquement 3 voies de réparation qui sont relativement bien connues. Une voie qui s'appelle le non-homologous end-joining. En fait, simplement, on recolle, on va, par des complexes enzymatiques qui sont bien connus, on va recoller après avoir coupé les morceaux qui dépassent. Cette voie est efficace, elle peut être rapidement mise en œuvre, mais c'est une voie qui ne va pas respecter l'intégrité de l'information génétique, puisqu'évidemment, au niveau de la cassure et éventuellement des points de résection, on va perdre des nucléotides et on va donc perdre de l'information. Cette voie est donc essentiellement mutagène. Il y a une deuxième voie qui s'en rapproche un petit peu, dans laquelle on va chercher une micro-homologie après de résection de certains des fragments, et à partir de cette micro-homologie, on va pouvoir ressouder. Donc cette voie de réparation va également altérer l'information génétique localement. Et puis, il y a la voie de réparation qu'on appelle la recombinaison homologue, qui est une voie qui est beaucoup plus complexe, qui fait appel à ces protéines dont on parlait tout à l'heure, de BRCA1, BRCA2 et beaucoup d'autres, dans lesquelles on va avoir en fait une résection pour créer une forme simple brin assez longue, et en utilisant l'autre fragment, l'autre copie du gène porté par le chromosome homologue, on va utiliser l'autre information pour réparer de manière parfaite, par recombinaison homologue, ce fragment cassé. Et donc, dans ce processus complexe, on va pouvoir garder intacte l'information génétique. Et donc, ce processus de recombinaison homologue ne va pas conduire à une perte d'information génétique, il ne va pas être mutagène. Alors, comment est-ce que ça se décline dans le cas du cisplatine? Eh bien, quand on a des lésions qui peuvent donc être sur des adénines ou sur des guanines, intrachaînes ou interchaînes, et qu'il n'y a pas eu de réplication, on va faire appel à des systèmes de réparation qui vont impliquer soit la translesion synthesis, soit le nucleotide excision repair, qui sont donc des systèmes de réparation d'un ADN non cassé. Et donc, ces systèmes de réparation, lorsqu'ils sont défectueux, lorsque ce gène TLS est soit perdu, soit inhibé, lorsque des composants de ce complexe du nucleotide excision repair sont comme l'hélicase ou RCC2 sont perdus, on va avoir une sensibilité accrue à ces agents anticancéreux. Et inversement, quand ces systèmes sont surexprimés au niveau de la stabilité protéique ou transcriptionnelle, eh bien, on va au contraire avoir une résistance à ces agents du fait d'une réparation augmentée.
Maintenant, quand il y a eu éventuellement une tentative de réplication, eh bien, on va avoir une cassure double brin. Et pour cette cassure double brin, la voie royale de réparation, c'est la voie de recombinaison homologue. Donc, si cette voie de recombinaison homologue est perdue du fait de mutation ou d'inactivation de ces gènes BRCA1 ou BRCA2, on va avoir une sensibilité accrue. Et inversement, au moment de la résistance ou dans une résistance secondaire, par exemple, on va avoir une restauration de ces mécanismes de réparation et on va en voir des exemples. Alors, donc ces voies de réparation, en particulier la recombinaison homologue, ont un rôle extrêmement important dans la réponse aux platines, mais également, comme on l'a vu dans le cours précédent, aux alkylants et aux inhibiteurs de topoisomérase, toutes situations qui sont capables d'induire des cassures double brin de l'ADN. Et la situation clinique qui a été probablement la plus étudiée, c'est celle dans laquelle on va avoir une inactivation biallélique des gènes de susceptibilité au cancer du sein, en particulier de l'ovaire, BRCA1 et BRCA2, dans des tumeurs du sein, de l'ovaire ou de la prostate, dans un contexte de prédisposition familiale. Et on va voir dans la diapositive suivante comment ça se présente. Et ces tumeurs, dans ces cas-là, mais pas les cellules normales, vont présenter un défaut de réparation de l'ADN par recombinaison homologue, et ce qui les rend beaucoup plus sensibles aux alkylants et aux cisplatines que des autres formes de cancer de l'ovaire. Et donc, dans ce cas-là, au fond, on a un véritable index thérapeutique, puisque le cancer est incapable de réparer, alors que les cellules normales, elles, sont capables de réparer, ceci donc expliquant le ciblage préférentiel du cancer par rapport aux cellules normales. Alors, un schéma récapitulant donc la situation de ces syndromes de prédisposition, donc touchant le gène BRCA1 ou le gène BRCA2, qui rentrent dans cette même voie de réparation. Donc, les patients porteurs de cette anomalie, qui donc survient dans un cadre familial et va se transmettre de manière autosomique dominante, tous les patients, toutes les cellules des patients vont être BRCA1 ou BRCA2 plus moins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un gène qui code pour une protéine normale et un gène qui code pour une protéine défectueuse. Au cours de la vie, par des pertes chromosomiques, certaines de ces cellules vont perdre l'allèle normal restant et donc vont se retrouver avec une absence de fonction de BRCA1 ou de BRCA2. C'est les cellules qui vous sont représentées ici en rose. Et donc ces cellules qui sont maintenant pas capables de réparer de manière normale vont avoir tendance à évoluer au niveau génomique et à proliférer, et donc vont donner naissance progressivement à un cancer. Alors, pour des raisons qui ne sont pas du tout comprises à l'heure actuelle, ces cancers vont se situer principalement dans des tissus hormonosensibles, c'est-à-dire chez la femme dans le sein et dans l'ovaire, et chez l'homme au niveau de la prostate. Et pour l'instant, il n'y a pas d'explication satisfaisante pour expliquer pourquoi ces gènes de prédisposition vont donner principalement ce type de tumeur. Il y a également des tumeurs du pancréas dont la fréquence est augmentée chez des patients porteurs de cette anomalie. Et donc, comme je le disais, dans une cellule normale, qu'elle soit BRCA1++ ou BRCA1+-, en cas de dommage à l'ADN, et que ce dommage à l'ADN soit spontané ou qu'il soit induit par une thérapeutique, on va avoir réparation possible soit par recombinaison homologue, soit par des voies alternatives, comme le non-homologous end joining, et ceci va conduire à une relative stabilité génomique et à la survie. En revanche, dans des cellules tumorales pour lesquelles il y a une perte du deuxième allèle, eh bien, en cas de dommage à l'ADN, il n'y aura que la voie alternative qui va être fonctionnelle, puisque la voie de recombinaison homologue, elle, a été perdue. Et donc, on va se trouver confronté à une induction de la mort. Alors, ceci a pu être vérifié cliniquement, et vous voyez que ces travaux ne sont pas si anciens, puisque la compréhension de ces mécanismes ne date vraiment que d'une quinzaine d'années, qui a été de comparer, dans le cas du cancer des ovaires, la sensibilité des patients, ça ce sont des données cliniques de patients, en survie après un traitement par du cisplatine, et vous voyez que lorsque cette tumeur de l'ovaire survient dans un contexte familial, donc ces tumeurs qui sont qualifiées de BRCA1 positif, ce qui veut en fait dire que BRCA1 est inactivé, hein, donc la terminologie n'est pas très bien choisie, la survie est bien
bien meilleure que lorsque l'on a affaire à un cancer de l'ovaire survenant en dehors du cadre familial. Alors bien sûr, on peut arguer que ces deux types de tumeurs ne sont pas identiques, mais la manière la plus simple d'interpréter ces données de survie, c'est de dire qu'au fond, ces cellules-là répondent beaucoup mieux au traitement et qu'elles répondent beaucoup mieux au traitement parce qu'elles sont incapables de réparer les cassures double brin. Alors peut-être de manière encore plus convaincante, l'étude de ces tumeurs, et je crois que là c'est dans les cas des cancers de l'ovaire, vous voyez, ça date à peu près de la même époque, c'est publié dans Nature, montre qu'au moment de la résistance, donc après une phase initiale de sensibilité au traitement, au moment de la résistance, eh bien, on va en fait avoir des mutations compensatrices et on va restaurer la fonction de BRCA1 ou de BRCA2 en mutant en fait l'allèle qui était inactivé. Et donc cet allèle initialement inactivé de manière germinale, après mutation induite par le traitement, va permettre de retrouver la fonction. Et donc au moment de la rechute, cette rechute s'accompagne et probablement s'explique par la réacquisition d'un mécanisme normal de réparation de l'ADN qui fait qu'à ce moment-là, les dérivés de platine vont être beaucoup moins efficaces. Alors, pendant longtemps, on a considéré que les dérivés du platine agissaient tous de la même manière. Et vous vous rappelez que dans la première diapositive, je vous ai montré le premier produit, ou en quelque sorte, j'allais dire, le chef de file qui est le cisplatine, et on a dérivé ensuite, une dizaine d'années après, d'autres agents, et en particulier l'oxaliplatine. Et des travaux que je trouve personnellement tout à fait remarquables, qui ont été publiés il y a 5 ans dans Nature Medicine par un groupe du MIT, ont montré au fond que ces produits qui avaient été considérés comme quasiment identiques au niveau de leur mode d'action pendant une trentaine d'années, en fait diffèrent, et ouvrant la possibilité que tous les alkylants ne s'attaquent pas nécessairement à la synthèse, à la stabilité de l'ADN. Alors, on va très rapidement reprendre l'argumentaire de ces études. Donc, on utilise des cellules d'un modèle assez classique de lymphome, donc un cancer des lymphocytes B qui sont créés par la surexpression d'un oncogène très puissant qui s'appelle MYC dans un contexte ARF-, donc un modèle assez classique de lymphome. Donc des cellules primaires, ce ne sont pas des lignées, mais en revanche traitées ex vivo, avec différents types d'agents anticancéreux. Et à ces cellules, dans ces cellules, on va introduire des shRNA, donc des ARN capables, par interférence, d'éteindre spécifiquement l'expression d'une protéine. Donc on va pouvoir avoir une banque de virus qui vont permettre, chaque virus va permettre d'inactiver une protéine, et ces virus, par ailleurs, sont marqués avec une protéine fluorescente, donc on va pouvoir identifier les cellules infectées, et donc on va avoir, au fond, une population de cellules cancéreuses dans laquelle un gène spécifique, a priori impliqué dans la réponse à la chimiothérapie, a été inactivé de manière spécifique. Et donc cette population va ensuite être traitée par des agents anticancéreux pendant quelques jours, et on va regarder à la fin ce qui reste. Et regarder ce qui reste, ça se fait aujourd'hui très simplement par des approches de génomique. Donc en faisant de la séquence massive, on peut voir quels sont finalement les virus qui ont été sélectionnés ou contre-sélectionnés. Et donc quand l'extinction de cette protéine conduit à la résistance, eh bien, on va avoir plus de cellules vertes. Quand au contraire il conduit à la disparition, à la sensibilité, on va en avoir moins. Et ça, on peut le voir au niveau de la banque par des approches de séquence. Et donc, ensuite, par des procédés relativement simples de bioinformatique, on va pouvoir voir pour chacune des protéines qui étaient ciblées par ces ARN interférents, savoir si elle a été sélectionnée ou contre-sélectionnée. Et on va donc pouvoir établir une sorte de code-barre pour chaque agent anticancéreux. On va pouvoir avoir un code-barre pour savoir quelle est sa dépendance. Vous retrouvez là une protéine dont on a souvent parlé dans ce cours, P53, qui est l'un des effecteurs essentiels
de la réponse thérapeutique, mais aussi des kinases impliquées, donc des enzymes impliquées dans la signalisation en aval des cassures double brin de l'ADN, également des protéines de mitochondrie importantes dans la survie. Et donc, ce que vous voyez sur cet exemple, c'est que, par exemple, les premiers produits, qui sont probablement des produits qui vont casser l'ADN, vont être extrêmement sensibles à l'extinction de P53 et extrêmement sensibles à l'extinction de CHK2 et finalement beaucoup moins sensibles au reste. Donc, cette approche a été appliquée à beaucoup de produits, mais entre autres aux très nombreux dérivés du platine, avec le cisplatine et le carboplatine en chef de file, et puis l'oxaliplatine. Et ce dont les auteurs ont pris conscience, c'est qu'au fond, le code barre pour ces deux dérivés du platine était complètement différent, et qu'il y avait d'un côté ces dérivés du platine qui allaient agir en se fixant à l'ADN et en provoquant sa cassure, avec, vous voyez, une très forte dépendance à P53 et à CHK2, et puis d'autres dérivés, dont en particulier l'oxaliplatine, mais également quelques autres, pour lesquels la dépendance est complètement différente. Il y a une dépendance, vous voyez, modeste à P53 et absolument aucune dépendance à CHK2 et pas d'effet négatif de CHK1. Et donc, ceci impliquait qu'au niveau moléculaire, ces deux dérivés qui avaient été considérés comme proches ou identiques pendant de nombreuses années sont en fait différents. Et ceci pouvait suggérer en particulier, compte tenu de l'association avec d'autres agents anticancéreux comme la rapamycine ou l'actinomycine D, qu'on avait une classe qui allait se lier à l'ADN et induire des cassures, ce qui était le mécanisme classique proposé pour ce type d'agents, et puis on avait une autre classe qui allait plutôt agir sur la transcription ou la traduction, et donc pas du tout sur l'ADN, mais sur la synthèse des protéines. Donc ça, c'était tout à fait surprenant. Bien sûr, les auteurs ont voulu vérifier de manière directe ce qu'il en était, et pour cela, ils ont traité des cellules avec ces différents agents, vous voyez, cisplatine ou oxaliplatine, et utiliser un marquage dont on a parlé déjà plusieurs fois, qui va être capable de détecter par une intermédiaire de la phosphorylation d'une protéine qui s'appelle H2AX, donc qui est facilement détectable avec un anticorps, des cassures d'ADN. Donc quand les cellules sont rouges, ça veut dire que leur ADN a été cassé, et donc vous voyez que le contrôle positif est bien positif, hein, les cellules deviennent presque toutes rouges très rapidement après le traitement au cisplatine. Et inversement, avec l'oxaliplatine, vous voyez qu'il ne se passe essentiellement rien, ce qui veut dire que dans ces conditions-là, à ce stade-là de l'expérience, il n'y a pas eu de cassure de l'ADN, quand bien même on est dans des concentrations efficaces de traitement. Et donc, compte tenu de l'homologie que ces auteurs avaient pu voir avec des produits qui jouaient sur la synthèse des protéines, ils ont mesuré directement la néosynthèse protéique. Donc, premier contrôle positif, c'est un agent qui est un antiseptique, hein, la cycloheximide, qui est bien connu pour bloquer la synthèse protéique, qui est donc le contrôle positif. Et vous voyez qu'effectivement, on a un effondrement de la synthèse protéique. Et l'oxaliplatine, lui, va également diminuer de manière tout à fait sensible la synthèse protéique, alors que le cisplatine ou le carboplatine, à vrai dire, augmente plutôt la synthèse des protéines. Donc un argument nouveau pour dire qu'en fait, ces produits, l'oxaliplatine, va agir sur la synthèse des protéines, ce qui peut donc être soit un effet sur la transcription, soit un effet sur la traduction, donc soit un effet sur la synthèse d'ARN, soit un effet sur la synthèse des protéines à partir des ribosomes. Donc, ceci explique au fond quelque chose qui était bien connu des cliniciens, qui est qu'il y a certaines tumeurs qui sont sensibles au cisplatine et qui ne sont pas sensibles à l'oxaliplatine, et inversement, il y a des tumeurs qui sont sensibles à l'oxaliplatine et sur lesquelles le cisplatine ne fait rien. Et donc cette différence clinique qui avait été trouvée de manière empirique répond en fait à des modes d'action qui sont profondément différents. Dans un cas, casser l'ADN et induire une signalisation de cassure d'ADN double brin, et dans d'autres cas, bloquer la synthèse des protéines par la cellule cancéreuse.
Alors, je voudrais maintenant revenir sur ce schéma sur lequel nous avions pas mal évoqué dans le dernier cours, qui est celui de l'action moléculaire du thémozolamide, donc qui est un alkylant. Pourquoi? Parce que ce schéma, en fait, a servi de base à des travaux très récents dans lesquels on propose de nouveaux alkylants avec un mode d'action complètement différent et dont on peut espérer qu'il soit beaucoup plus efficace pour des raisons que vous allez comprendre. Mais je veux d'abord vous réexpliquer ce schéma. Donc vous vous souvenez que le thémozolamide va induire la formation d'une liaison méthyle sur l'oxygène 6 de la guanine et donc va gêner l'appariement entre la O6-méthyle guanine et la cystéine. Donc si on a il y a deux solutions. Vous vous rappelez que ce type de dérivé est pris en charge par une enzyme qui s'appelle MGMT, qui va être capable, de manière directe et propre, d'enlever le résidu méthyle et donc de corriger ce défaut, ce qui va conduire à la survie sans mutation. Si la MGMT n'a pas eu le temps d'agir ou si elle n'est plus présente, on va avoir un premier tour de réplication. Et dans cette réplication de l'ADN, en utilisant entre autres ces polymérases infidèles, on va pouvoir mettre en fait un résidu de thymidine en face de ce O6-méthylguanine et donc créer un mésappariement. Et à ce stade, on peut encore imaginer d'être pris en charge par l'enzyme MGMT, qui va enlever le méthyle, et ensuite d'avoir une réparation du mésappariement GT par le système du mismatch repair, qui là encore va conduire à la correction de l'anomalie et à la survie de la cellule. Bon, mais si on n'arrive pas à faire ça, à ce moment-là, on va rentrer dans des difficultés, comme vous vous en souvenez du cours dernier, puisque le système de réparation du mismatch repair, de réparation du mésappariement, par l'intermédiaire, entre autres, de ces protéines de type MUT-TS-alpha, va reconnaître ce mésappariement et va essayer de le corriger. Sauf que cette tentative de correction va en fait aboutir à enlever le résidu de thymidine, à créer un trou, tout en gardant la base mutée. Et donc ceci va conduire à un cycle futile, et ce cycle futile va induire en permanence des tentatives de réparation qui vont toujours générer des cassures de l'ADN, qui vont ensuite induire une signalisation, et en particulier une signalisation qui va conduire à la mort. Et ceci est probablement le mécanisme par lequel cet alkylant va induire la mort par cette tentative de réparation futile de ces lésions. Je vous avais dit également, et on y reviendra peut-être à la fin de ce cours, qu'il pouvait y avoir une signalisation directe par l'intermédiaire de la protéine ATR qui reconnaît ces mésappariements, et l'activation de ATR, là aussi, va conduire à de l'apoptose. Vous vous souvenez que dans les situations cliniques, en particulier dans les gliomes qui sont traités par le thémozolamide, on va avoir une phase initiale de sensibilité qui répond à ce mécanisme, tentative de réparation, cassure double brin, mort cellulaire, et puis au bout d'un certain temps, on va perdre la capacité de réparation des mésappariements, et donc on va se retrouver cette fois-ci avec ce système qui est défectueux, et quand ce système est défectueux, il n'y aura plus de cassure d'ADN, on va aller directement vers des mutations, et donc on va avoir des cellules qui vont survivre, mais qui vont se mettre à accumuler des mutations en réponse au traitement. Et dans le dernier cours, nous avions vu comment, au fond, cette capacité mutagène du traitement allait conduire à l'apparition de néo-antigènes qui pouvaient éventuellement être utilisés de manière secondaire. Bon. Donc ça, c'est la situation, avec, au fond, au niveau clinique, une première phase qui est une phase de sensibilité, et au moment où le système du mismatch repair est perdu, on va avoir une phase de résistance clinique. Et donc, dans des travaux très récents, vous voyez qu'ils ont été publiés cette année dans Science, des chimistes de l'université de Yale se sont dit, au fond, on pourrait réfléchir à une stratégie en deux temps, une stratégie d'alkylation en deux temps, dans laquelle on va induire une modification sur une base. Cette modification sur une base dans des cellules normales qui expriment MGMT va être rapidement éliminée. Et dans des cellules cancéreuses, comme des cellules de gliome, qui en général n'expriment pas MGMT, cette base va rester présente.
Et secondairement, et de manière indépendante à l'action du système de mismatch repair, secondairement, on va induire une lésion double brin, c'est-à-dire que cette anomalie va aller se fixer sur l'autre brin et créer de manière lente, pour donner le temps de réparer donc la lésion primaire dans les cellules normales, une deuxième lésion de l'ADN qui, elle, ne dépend pas de la mise en route du système du mismatch repair. Et donc, c'est ce que ces chimistes ont réalisé avec donc des composés. On ne va pas rentrer dans le détail de la chimie, hein, mais avec une liaison éthylfluorée. Et cette liaison éthylfluorée de ce composé qu'ils appellent 4C va permettre non pas de faire un adduit méthyle sur l'oxygène, mais de faire un adduit éthylfluor. Cet adduit éthylfluor va être en général en présence de l'enzyme de réparation MGMT va être directement éliminé, et donc ça assure au fond l'index thérapeutique, puisque les cellules normales vont pouvoir se débarrasser de ces induits. Mais en revanche, et avec une demi-vie assez longue, dans des cellules cancéreuses qui n'expriment pas MGMT, on va avoir d'abord une cyclisation par perte du fluor, et ensuite on va avoir création d'une liaison entre les deux brins de l'ADN, vous voyez, avec cette liaison covalente entre ces deux azotes, chacun porté par des bases sur les deux différents brins de l'ADN. Et donc, ce système, sur le papier, est imbattable, puisqu'il va au fond assurer le nettoyage des cellules normales. Les cellules normales ne vont pas accumuler ces lésions, mais en l'absence de ce système de réparation et seulement et indépendamment de l'état du système du mismatch repair, on va créer une liaison double brin entre les deux brins d'ADN qui va donc être extrêmement sévère. Donc, c'est ce que ces auteurs ont entrepris de vérifier, en fait, en créant des lignées isogéniques, donc lignées dans lesquelles ils vont, par des artifices de génie génétique, pouvoir inactiver ou pas soit le système MGMT, soit le système de mismatch repair, ou les deux, et donc avoir 4 lignées qui ne diffèrent que par l'intégrité de ces systèmes de réparation. Et donc, si on regarde d'abord le témoin positif, vous voyez que dans le témoin positif, on a une sensibilité uniquement à ce produit qui est le thémozolamide, uniquement dans des conditions classiques, c'est-à-dire quand on est MGMT- et MMR+, c'est la situation du gliome en début de traitement. Le système de mismatch repair va induire la mort par ces cycles futiles de réparation. Et maintenant, si on regarde avec les nouveaux produits qu'ils ont générés, eh bien, vous voyez maintenant que, quel que soit le statut du mismatch repair, on va avoir une mort relativement sélective des cellules cancéreuses, et ceci y compris dans la situation MGMT- MMR-, qui est donc la situation de la maladie cliniquement résistante. Alors, ils ont cherché à voir si ces courbes de survie pouvaient être effectivement reflétées par des cassures de l'ADN, et schématiquement, si on regarde donc les situations de sensibilité classiques, avec le thémozolamide, vous voyez que quand on est MGMT-, MMR+, on va avoir des cassures de l'ADN qui sont représentées ici en vert, mais si on perd le système de mismatch repair, vous voyez qu'on va essentiellement perdre les cassures de l'ADN en réponse au traitement, avec le thémozolamide, donc le traitement classique, mais avec ces nouveaux traitements, ce nouveau type d'alkylant, et vous voyez qu'on va avoir toujours, de manière tout aussi efficiente qu'en présence du système de mismatch repair, création de cassures d'ADN, démontrant bien qu'on est capable d'avoir une alkylation et une mort et une cassure de l'ADN qui ne dépendent pas de l'intégrité de ce système de mismatch repair.
Donc ça, c'est très bien, mais encore, c'est sur des lignées. Donc ils sont passés à des modèles animaux. Donc dans des modèles animaux, où bien sûr, là, on va avoir la contrepartie des cellules normales, on va pouvoir juger de l'état de l'action sur les cellules normales, avec ces mêmes systèmes de lignées inactivées. Eh bien, dans la situation MGMT-, MMR+, on voit que les deux produits sont capables de bloquer complètement la croissance de la tumeur. C'est la situation, encore une fois, du gliome dans sa phase sensible. Et quand on s'intéresse maintenant aux lignées isogéniques pour lesquelles le système de réparation du mismatch repair est perdu, eh bien, vous voyez que le thémozolamide devient complètement inefficace, c'est traduisant ce qui est bien connu, et par contre, ce nouveau composé capable de créer des lésions interchaînes, lui, a au minimum une action cytostatique majeure, ce qui est donc une réflexion de la sélectivité qui était mise en évidence dans la figure précédente. Alors par ailleurs, ces nouveaux composés sont, au moins chez la souris, bien tolérés par les tissus normaux, parce qu'on va avoir une bonne réparation par le système MGMT, et in vivo, ils ciblent très bien les lignées de gliome qui sont déficientes pour le mismatch repair. Et les auteurs ont même été un peu plus loin, ils ont regardé quelle était l'influence du système de réparation de la recombinaison homologue en regardant des cellules BRCA, encore une fois des systèmes isogéniques BRCA2 plus ou moins, combinés avec un inhibiteur du système de réparation. Donc le O6BG, c'est un inhibiteur de l'enzyme MGMT. Et vous voyez que c'est en présence de la perte de la réparation par BRCA2 et de l'inhibition de MGMT, on va avoir un excellent index thérapeutique, encore une fois traduisant le fait de la nécessité de la réparation, de l'absence de réparation par recombinaison homologue. Donc, pour finir, ce que je voulais vous dire sur des alkylants, on voit au fond que cette histoire est extrêmement riche. Elle commence par un accident militaire, elle commence par une toxicité aiguë en libérant des gaz de combat. Ensuite, on a une preuve de principe de l'activité antileucémique avec des molécules chimiques extrêmement simples. Et puis, progressivement, au fil des années, on commence à comprendre les déterminants moléculaires de la réponse. On commence à comprendre également les complications, donc ça c'est essentiellement la réparation d'ADN, les complications, la mutagénèse, l'immunogénicité induite. On commence à élaborer des stratégies rationnelles, c'est ce dont on a parlé dans le cours précédent. Et aujourd'hui, on est capable de fabriquer de nouvelles molécules qui sont fondées sur la compréhension intime des mécanismes d'activité et des mécanismes de résistance, démontrant que cette pharmacologie des alkylants est au fond une pharmacologie qui est encore en pleine évolution et qui pourrait évoluer de manière assez rapide vers des thérapeutiques ciblées avec des index thérapeutiques beaucoup plus élevés que ceux qui étaient présents dans le passé. Alors, nous allons maintenant parler d'une autre classe historiquement très importante de médicaments anticancéreux. Donc après la modulation de la disponibilité des nucléotides, des leurres de nucléotides ou ces nucléotides modifiés, des alkylants qui ciblent au moins en partie les nucléotides, puisqu'on a vu que certains alkylants étaient aussi capables de cibler la traduction, on y reviendra. On va parler d'une nouvelle classe d'agents qui est extrêmement utilisée en clinique, qui sont les enzymes, les agents ciblant les enzymes qui régulent la topologie de l'ADN. Et là encore, d'un point de vue historique, c'est une classe d'agents qui a été découverte assez largement par hasard, à partir de travaux menés dans les années 60 sur les antibiotiques. Et on retrouve encore ce lien entre antibiotiques et anticancéreux, puisque assez souvent, ces molécules vont cibler les mêmes types de fonctions biologiques qui sont partagées entre les bactéries et les cellules eucaryotes. Et on se trouve aujourd'hui face à une assez large classe de produits qui sont dérivés assez souvent de produits naturels, qui sont des plantes ou des dérivés bactériens. Et là aussi, on va voir que malgré des décennies d'utilisation, il reste encore des inconnus sur les modes d'action, et ces inconnus sur les modes d'action vont se traduire par des inconnus aussi sur des indications cliniques et des combinaisons. Alors que sont
que sont ces topoisomérases? Eh bien, ces topoisomérases, ce sont des enzymes qui vont jouer sur la topologie de l'ADN. Donc l'ADN est une molécule qui est constituée de ces deux chaînes constitutives qui sont assemblées, qui vont lui donner des pouvoirs de torsion et également une certaine rigidité, ressemblant au fond à ce qu'étaient les fils de téléphone à l'ancienne, hein, qui étaient avec ces tours qui peuvent aller dans un sens ou dans l'autre, suivant la manière dont on remet le combiné. Et donc, on savait depuis longtemps que dans des processus aussi simples que la transcription ou la réplication, il va y avoir des contraintes topologiques absolument majeures. Et quand on fait avancer une ARN polymérase, on va séparer donc les deux brins d'ADN, et en avançant, on va créer des supertours positifs ou supertours négatifs, avec des torsions, donc des contraintes topologiques qui sont différentes entre l'avancée, ce qui est devant le front d'avancement ou derrière. Et ces contraintes topologiques sont en fait très rapidement prises en charge par des enzymes, et au moins par deux classes d'enzymes, les topoisomérases 1 ou les topoisomérases 2, dont on verra qu'elles ont des différences fondamentales, la topoisomérase 1 ne créant qu'un site de coupure et la topoisomérase 2 conduisant à deux sites de coupure. Alors, dans la réplication, c'est exactement la même chose. Hein. Quand on va faire deux fragments d'ADN à partir d'un seul, eh bien là aussi, le front d'avancée de la DNA polymérase va créer, en avançant, des supertours positifs devant. Et pour que cette polymérase puisse avancer, il va falloir détordre, au fond, ces contraintes topologiques. Et en plus, la fourche peut de temps en temps tourner, et cette rotation de la fourche va du coup s'accompagner de création de nœuds à l'arrière, et là aussi, il faut pouvoir arriver à casser les nœuds arrière. Alors, il y a d'autres situations qui sont également bien connues, qui est la caténation de l'ADN, et dans certains cas, on va se retrouver avec des boucles d'ADN qui sont prises l'une dans l'autre, hein, et étant prises l'une dans l'autre, elles ne peuvent pas se séparer, et dans ces conditions-là, eh bien, il va falloir faire appel à de l'ADN topoisomérase 2, et en fait, il va falloir casser un fragment pour lui faire traverser l'autre, de manière à séparer ces deux boucles qui étaient initialement liées. Et il y a d'autres situations où on va se retrouver avec des nœuds qu'il va falloir pouvoir défaire, et des situations un peu plus complexes. Dans le cas de la réplication de l'ADN, on va se retrouver avec des chaînes qui sont là aussi présentent un nœud sur seulement un brin. Alors pour ceux d'entre vous que ça intéresse, je vous conseille de lire cette revue récente d'Yves Pommier, qui est un Français qui travaille à Washington, qui est un des meilleurs spécialistes des topoisomérases. Il travaille sur la question depuis 30 ans. Il sera d'ailleurs présent au colloque de la chaire pour présenter ses travaux les plus récents sur les topoisomérases. Et donc cette revue qui est sortie cette année est tout à fait remarquable, extrêmement complète sur ces questions de topologie de l'ADN et d'utilisation donc de ces inhibiteurs de topoisomérase en thérapeutique. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur ces différents topoisomérases? Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais simplement mettre en exergue les choses les plus frappantes. Donc, la topoisomérase 1, celle qui va relâcher la torsion sur une molécule d'ADN, eh bien, elle est importante déjà dans des modèles extrêmement simples qui sont les levures. Et si on inactive la topoisomérase 1 chez la levure, eh bien, on va affecter sa croissance et on va conduire à un phénotype très particulier de vieillissement prématuré de ces levures. Chez la mouche drosophile, il y a également des contraintes multiples sur la survie. Et chez la souris, la topoisomérase 1 est essentielle pour l'embryogénèse précoce. Et si on inactive l'expression du gène de la topoisomérase 1 plus tard ou de manière sélective au cerveau, on va avoir une neurodégénérescence. Alors ceci est tout à fait intéressant parce que la neurodégénérescence va se produire dans des cellules qui ne se divisent pas. Et donc cela implique que ce n'est pas au moment de la division qu'a lieu le problème, mais que c'est plutôt sur des problèmes de transcription où la fonction de la topoisomérase 1 est essentielle.
Alors, en ce qui concerne la topoisomérase 2, chez la levure, elle est essentielle pour la fin du processus de réplication. Et la topoisomérase 2, on va y revenir assez longuement, existe sous deux formes, la forme alpha et la forme bêta, qui sont très, très différentes. La forme alpha est très liée à la prolifération cellulaire, c'est un marqueur de prolifération cellulaire, donc elle est fortement exprimée dans des cellules qui se divisent vite. À l'inverse, la forme bêta est essentielle pour des cellules qui ne se différencient, qui ne se multiplient pas, pardon, et est en particulier importante dans le cerveau. Et l'inactivation de la topoisomérase bêta dans le cerveau va conduire à des défauts de connexion neuronale et donc des défauts de la maturation du système nerveux central. Alors peut-être un dernier commentaire sur des enzymes qui ne sont pas des topoisomérases, mais qui jouent un rôle extrêmement important dans la fonction des topoisomérases, qu'on appelle TDP1 et TDP2. Ce sont des enzymes qui vont en fait être responsables du clivage de la liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN. Et cette liaison covalente entre l'enzyme et l'ADN va pouvoir être recoupée secondairement par ces enzymes. Et ce qui est tout à fait intéressant, quand vous regardez le phénotype de ces enzymes, les phénotypes de l'inactivation de ces enzymes, eh bien, c'est qu'elles vont jouer essentiellement sur le développement cérébral. Et ceci montre encore une fois l'importance donc de l'intégrité et de la topologie de l'ADN dans le développement cérébral. Bon, alors comment fonctionnent ces enzymes? Eh bien, donc ça c'est tiré d'une autre revue d'Yves Pommier. Vous avez donc ce fragment d'ADN, et vous voyez que ce fragment d'ADN qui est fixé d'un côté, par exemple sur la matrice nucléaire, eh bien si on essaye de faire avancer quelque chose qui sépare les deux brins, on va créer des torsions. Ces torsions, on appelle ça des supercoils, et donc pour équilibrer les forces topologiques, l'ADN va commencer à faire des boucles. Et ces boucles, évidemment, vont s'opposer à un certain nombre d'opérations comme la transcription ou la réparation. Et donc, ce que fait la topoisomérase 1 vous est représenté ici. La topoisomérase 1 va se fixer sur l'ADN et par l'intermédiaire d'un résidu de tyrosine, qui est représenté ici par sa lettre Y, cette tyrosine va établir un contact covalent après coupure de l'ADN. Et donc on va couper un des deux brins, et en coupant un des deux brins et en le maintenant fixé à la protéine, on va pouvoir avoir une rotation de l'autre brin qui va permettre de faire perdre ces supertours et de relâcher ces contraintes topologiques pour revenir finalement à la situation d'une chaîne qui n'est plus soumise à ces contraintes topologiques du fait de cette coupure de l'ADN. Et secondairement, une fois que l'ADN a repris sa topologie normale, eh bien, il va y avoir coupure donc, de cette liaison entre l'enzyme et l'ADN et religation. On va donc restituer l'ADN dans sa forme initiale, mais après avoir relâché ces contraintes topologiques. Et en fait, c'est justement là qu'interviennent ces inhibiteurs qui sont tellement puissants, puisque ces inhibiteurs, dont on va voir qu'un certain nombre sont des molécules naturelles, vont être capables de bloquer cette étape, et donc ils vont laisser, au fond, le complexe ADN enzyme topoisomérase dans cette forme active qui est normalement une forme extrêmement transitoire. C'est également une étape extrêmement dangereuse. Je vous ai expliqué que toute coupure de l'ADN, qu'elle soit simple ou double brin, est quelque chose de potentiellement extrêmement dangereux pour la cellule. Et donc ces inhibiteurs vont au fond geler une réaction chimique un peu complexe au moment le plus dangereux et laisser cette cassure ouverte. Alors, ceci peut être fait donc par la topoisomérase 1 en coupant un seul brin, mais ça peut également être réalisé par la topoisomérase 2 qui, elle, va couper les deux brins et qui donc crée une lésion encore plus dangereuse puisque maintenant on a une lésion double brin d'emblée et on peut également bloquer cette étape pour la topoisomérase 2 et bloquer cette étape intermédiaire dans laquelle les deux brins de l'ADN sont coupés. Donc, initialement, de manière un petit peu naïve, on avait pensé que
ces inhibiteurs de topoisomérase étaient au fond toxiques pour les cellules cancéreuses, simplement parce qu'ils allaient bloquer l'activité des enzymes. Et c'est seulement quelques dizaines d'années après que l'on a compris, en fait, en ayant obtenu secondairement des inhibiteurs purs de l'activité enzymatique qui vont empêcher le clivage, que si on empêche le clivage, à ce moment-là, on n'a aucun effet anticancéreux. Et que donc, le plus important dans l'effet anticancéreux, c'est l'interruption du processus de réparation et cette stabilisation de cette forme normalement très transitoire dans laquelle, d'une part, l'ADN est cassé et d'autre part, l'ADN est lié de manière covalente à une volumineuse protéine. Et ces adduits, donc covalents, vont, entre un ADN clivé avec un ou deux brins suivant le type de topoisomérase et une protéine, vont être capables, par ailleurs, de bloquer la synthèse de l'ADN et de créer du stress réplicatif simplement du fait de l'encombrement de cette grosse protéine qui est fixée de manière covalente à l'ADN. On peut dire au fond que c'est une forme tout à fait extrême d'alkylation avec un très gros résidu et en plus une cassure qui est induite directement. Donc pour prendre une belle expression d'Yves Pommier, au fond, ces inhibiteurs de topoisomérase, ils vont transformer des enzymes essentielles en ciseaux moléculaires. Et avec l'inhibition, on va être capable de couper l'ADN un peu partout sur des sites spécifiques, puisque le ciblage n'est pas aléatoire et on va y revenir. Alors de quoi vont dépendre l'effet de ces inhibiteurs de topoisomérase? Ils vont bien entendu dépendre de l'abondance des topoisomérases. Donc si la protéine est très abondante, l'effet de l'inhibiteur va être beaucoup plus grand. Ils vont dépendre également du cycle cellulaire. Plus la cellule se divise, plus elle va être sensible à ce type d'action. Et ils vont encore une fois dépendre de l'intégrité et de l'efficacité des systèmes de réparation de l'ADN. Alors, d'un point de vue clinique, je vous rappelais que pour les alkylants, je vous ai dit que les alkylants étaient particulièrement toxiques pour les cellules germinales. Ici, ce ne sont pas les cellules germinales qui posent problème, mais on va voir que ce sont des translocations induites par le traitement. Ces inhibiteurs de topoisomérase, en créant de multiples cassures dans l'ADN, vont favoriser en fait des processus de cassure-recollage aléatoire. Et ces processus de cassure-recollage aléatoire, dont on verra le mécanisme un peu plus tard, peuvent être à l'origine de leucémies secondaires et qui sont des leucémies à ce moment-là liées à l'existence de protéines de fusion du fait de cassure et recollage de gènes qui étaient initialement séparés. Alors, voyons un peu plus en détail maintenant le cas de la topoisomérase 1. Donc une figure toujours tirée d'une revue d'Yves Pommier, dans laquelle on a la représentation donc, de cette topoisomérase, du fragment d'ADN auquel elle est liée. Et vous voyez ici en rouge représenter la liaison covalente entre l'ADN et la topoisomérase. Donc ici, on a une solution de continuité par une liaison phosphotyrosyle entre l'enzyme et l'ADN. Et donc, on a ici une extrémité libre. Alors cette extrémité libre, bien sûr, va permettre de défaire la torsion. Si elle se met à tourner, va permettre de perdre la torsion topologique. Mais vous comprenez aussi que si ce complexe est bloqué dans son état, figé finalement dans son état cassé, eh bien, une fourche de réplication ou une fourche de transcription qui arrive sur cet obstacle va créer un conflit et une cassure. Alors, d'un point de vue biochimique, il est tout à fait intéressant de comprendre que l'inhibiteur qui est ici un inhibiteur naturel qui s'appelle la camptothecine réalise au fond une espèce de ménage à trois, c'est-à-dire que cet inhibiteur va se coller exactement sur l'emplacement qui est créé par la conjonction de la protéine et de l'ADN. Cet inhibiteur n'est pas capable de se fixer ni sur l'ADN ni sur l'enzyme dans son état de base, il ne va se fixer
que quand cette enzyme a pu cliver l'ADN et lui est liée. Hein, c'est un exemple de ces situations qui commencent à être connues, dans lesquelles on ne peut assembler que 3 molécules biologiques dans une configuration où chacune des 3 va avoir une forme spécifique. Bon, donc qu'est-ce qui va se passer avec cette camptothecine? Eh bien, on a ce dérivé covalent. Alors ça, d'ailleurs, ça porte un nom on appelle ça un topoisomerase cleavage complex. Cleavage complex parce que l'ADN a été clivé et on a un complexe covalent entre la protéine et l'ADN. Et donc, ce topoisomerase cleavage complex va réaliser un obstacle. Et vous voyez que si on a une fourche de réplication, elle va être obligée de s'arrêter. Et donc, 2 solutions, au fond, soit il ne se passe rien, et à ce moment-là, la réplication peut se compléter, au fond, jusqu'au point de cassure, et là, on va générer une cassure double brin, puisque cette espèce moléculaire-là n'est plus tenue par rien, elle va pouvoir se séparer du complexe et créer, de facto, une cassure double brin. Ou alors, il y a une tentative de réversion, et il peut y avoir ce qu'on appelle une réversion du sens de la fourche, qui va permettre des tentatives de réparation dans cette zone dont on ne parlera pas cette année. Donc la toxicité va être liée à la collision entre ces adduits et le complexe de réplication ou de transcription et peut conduire à la création d'une cassure double brin. Sinon, elle peut également conduire à ce qu'on appelle un stress de réplication, c'est-à-dire une fourche qui est bloquée, qui ne peut plus avancer, qui va donc être fragilisée et qui va induire une signalisation d'aval, qui est une signalisation de stress. Alors, comment est-ce qu'on peut modéliser ça pour essayer de comprendre ce qui se passe? Alors, chez la levure, il y a des expériences extrêmement simples qui ont été faites. C'est que si on inactive le gène de la topoisomérase 1 chez la levure, eh bien, cette levure devient essentiellement insensible à la camptothecine, ce qui démontre bien un ciblage direct de cette protéine par cet agent, qui est donc une thérapeutique ciblée. Et si la cible n'est pas là, eh bien, l'agent n'a aucun effet. À l'inverse, des mutations de la topoisomérase 1 ont été associées à la résistance de cellules cancéreuses à ce type d'inhibiteur. Et par ailleurs, l'équivalent bactérien de la topoisomérase 1 peut être également la cible d'antibiotiques, ce qui montre bien qu'on a là un mécanisme presque universel qui est partagé entre les prokaryotes et les eucaryotes. Alors que va-t-il se passer? Au fond, c'est la mort ou la réparation. Au niveau des collisions, soit on a des cassures double brin, soit on a des fourches bloquées. Si on a des cassures double brin, on va activer P53, on va mourir. Si on a des fourches bloquées, on va voir que ça va dépendre d'une protéine qui s'appelle SLFN11, dont on parlera peut-être à la fin de ce cours ou au suivant, qui va être en fait une protéine qui va stabiliser la fourche de réplication, l'empêcher d'évoluer et induire une signalisation de stress. Et puis de l'autre côté, on va avoir des mécanismes de survie. Ces mécanismes de survie commencent en fait par une digestion de cette grosse protéine par plusieurs systèmes, dont certains sont dépendants de modifications post-traductionnelles comme SUMO ou l'ubiquitine, qui vont digérer en fait cette grosse protéine qui est collée à l'ADN. Une fois que cette grosse protéine est digérée, on va ensuite avoir éventuellement l'action de cette enzyme TDP, dont vous rappelez que c'est celle qui clive finalement cette liaison entre la protéine et l'acide nucléique. Et puis ensuite, on va avoir intervention des systèmes de réparation comme le système de NER ou d'autres. Et puis à la fin, on se retrouve avec nos 2 grands systèmes de réparation des cassures double brin, la recombinaison homologue avec BRCA1 ou la recombinaison par end-joining avec la PARP. Et si on arrive à réparer tout ça, on va plutôt évoluer vers la survie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, avec des agents dont vous avez compris qu'ils sont utilisés depuis plusieurs dizaines d'années, ce n'est que dans des années assez récentes, et vous voyez, on est en fait dans ces 2 dernières années, qu'on a commencé à comprendre les mécanismes moléculaires, et en particulier les mécanismes moléculaires qui vont permettre la digestion de cette grosse protéine donc, qui est collée à l'ADN, digestion de cette grosse protéine dont vous avez compris que c'est un prérequis à la réparation.
Et donc, il y a plusieurs systèmes qui ont été décrits, dont certains sont dépendants de modifications post-traductionnelles. Alors, ce schéma me plaît beaucoup, et vous me pardonnerez de m'appesantir quelques minutes dessus, parce que c'est en fait un schéma de dégradation dans lequel on va avoir d'abord conjugaison de cette protéine par un peptide qui s'appelle SUMO, qui va être reconnu ensuite par une enzyme qui va se lier à SUMO, qu'on appelle une SUMO-dépendante ubiquitine ligase, et ensuite, secondairement, induire une polyubiquitination de cette protéine, qui est un signal de recrutement de la poubelle universelle des protéines, qu'on appelle le protéasome, mécanisme qui est cher à mon cœur, parce qu'il a été découvert dans l'équipe il y a une quinzaine d'années, dans une situation complètement différente de dégradation de protéines en réponse à des thérapeutiques ciblées. Donc, ce qui montre bien que la nature est capable d'utiliser des systèmes extrêmement différents à des moments extrêmement différents pour faire la même chose. Et ce qui est assez remarquable, et là encore ce sont des travaux de l'équipe d'Yves Pommier, c'est que cette voie de dégradation est en fait partagée entre la topoisomérase 1 et la topoisomérase 2. Donc ce sont les mêmes mécanismes qui peuvent conduire à cette dégradation première des protéines. Alors cette dégradation première des protéines va permettre au fond de simplifier le problème topologique. On va se retrouver avec un petit morceau de peptide là, et puis un ADN qui est cassé. Et donc la première étape va être l'endonucléase qui va séparer, donc couper cette liaison tyrosine-phosphate pour virer complètement les acides aminés qui étaient encore liés à cet acide nucléique, et puis ensuite des complexes de réparation qui vont agir, liés par exemple au nucléotide excision repair, de manière à créer, cette fois-ci maintenant, une cassure d'ADN que je baptiserai de propre, parce qu'il n'y a plus de protéines qui soient collées, et ces cassures d'ADN propres vont ensuite être prises en charge par des mécanismes de réparation usuels. Alors, si on regarde, ça c'était ce qui se passe pour la topoisomérase 1. Pour la topoisomérase 2, c'est plus compliqué parce que la topoisomérase 2, elle doit casser les deux brins, et elle casse les deux brins pour traiter, cette fois-ci, la topoisomérase 1 traitait des problèmes de torsion sur une seule chaîne. Là, on doit traiter des problèmes topologiques sur deux chaînes, et donc cette topoisomérase 2 va devoir, dans un premier temps, capturer un premier brin d'ADN, puis capturer un deuxième brin d'ADN, puis casser le premier de manière à pouvoir faire que le second traverse et se retrouve dans cette deuxième cavité en ayant donc traversé à la suite d'une cassure double brin le premier fragment bleu, et ce fragment rouge va être ensuite relargué de manière à ce que le cycle puisse recommencer. Donc ça, c'est les mécanismes généraux, et au fil des années, on a trouvé un certain nombre d'inhibiteurs spécifiques de chacune qui sont capables de bloquer la réaction dans chacune de ces configurations. Et la molécule qui va nous intéresser le plus, c'est une molécule naturelle, c'est le toposide, et c'est un produit qui est très largement utilisé en chimiothérapie anticancéreuse. Quand vous voyez la formule, vous pouvez comprendre que c'est un produit compliqué qui vient d'une chimie naturelle et qui est capable donc de bloquer spécifiquement la phase de relargage. Donc l'enzyme est bloquée dans une situation où déjà elle a traversé le premier brin, mais elle ne peut plus être relarguée, être relâchée, parce que la cavité dans laquelle elle se trouve est bloquée par les toposides. Donc, que peut-on dire de plus sur ces mécanismes? Eh bien, c'est que, encore une fois, avec les inhibiteurs de topo 2, les cassures de l'ADN sont double brin, et donc, en pratique, on a une cassure double brin, dont je vous rappelle que c'est une lésion extrêmement sévère dans une cellule. Une seule cassure double brin peut conduire à la mort de la cellule par l'activation de ces cascades de kinase et de P53. Et donc, on va avoir tout un traitement. Quand on est en présence d'un inhibiteur de topoisomérase, il va falloir, là encore, digérer la protéine, recliver les extrémités et traiter cette fois-ci, quoi qu'il arrive, une cassure double brin avec les mécanismes habituels de réparation.
Par ailleurs, et ça c'est évidemment une très grosse différence avec les alkylants, autant les alkylants allaient frapper un peu n'importe où, mais là évidemment les cassures vont survenir dans des zones spécifiques du génome qui sont les zones qui vont avoir fixé justement ces topoisomérases, ces zones de stress topologique dans lesquelles on a besoin de contrôler la topologie des génomes. Donc les cassures ne sont pas du tout aléatoires et elles vont être souvent dans des zones spécifiques. En particulier, on va voir des exemples dans des zones qui sont très liées à l'organisation topologique de l'ADN et en particulier ce qu'on appelle des TAD, des Transcription Associated Domain, qui sont marqués par des protéines spécifiques qui s'appellent CTCF ou coésine qu'on est capable de détecter. Et donc la réparation se fait également en plusieurs temps avec une phase de protéolyse, une phase de réparation d'ADN. Alors un peu plus donc sur cette réparation d'ADN, maintenant vu du côté de l'ADN, on a des restes de topoisomérase avec le résidu de tyrosine qui est là fixé à l'extrémité 3' dans le cas de l'ADN dans le cadre de la topoisomérase 1. En revanche, dans le cadre de la topoisomérase 2, on est fixé de l'autre côté, et dans ce cas-là, c'est une enzyme de la même famille, TDP2, qui va assurer ce clivage. Et quand ces petits fragments peptidiques ont été clivés, encore une fois, ce sont des endonucléases qui vont assurer les mécanismes de réparation. Et ces mécanismes de réparation vont être particulièrement importants lorsqu'on va se trouver dans une situation de cassure double brin, donc toujours cassure double brin avec la topo 2, et une cassure qui peut devenir double brin, comme on l'a vu tout à l'heure, si on a une réplication complète du brin qui avait été coupé par l'action de la topoisomérase, où on va libérer un fragment libre qui va donc se comporter comme une fracture double brin. Et on retombe sur nos deux grandes voies de réparation, la réparation par recombinaison homologue et la réparation par le mécanisme du end-joining qui va pouvoir donc conduire à la réparation qui peut s'accompagner de très grandes délétions et on verra des exemples tout à l'heure. Donc, la toxicité pour la cellule cancéreuse, c'est encore une fois la création de ces complexes stables entre topoisomérase 2 et toposidé ADN, qui est l'effet biologique clé en interrompant donc la réaction enzymatique normale. Et ce complexe va également interférer avec les processus de réplication, de transcription en induisant des cassures. Et donc, je vous rappelle qu'un certain nombre d'inhibiteurs fonctionnels de la topo 2 vont avoir des effets, mais pas anticancéreux. Alors, qu'est-ce qui contrôle l'efficacité des inhibiteurs de topoisomérase 2 cette fois-ci? Eh bien, la première chose, c'est l'abondance de cette protéine, la topoisomérase 2 elle-même, dont je vous ai dit qu'elle était extrêmement liée à la prolifération cellulaire. Il y a une régulation transcriptionnelle par la prolifération cellulaire, et donc, en gros, plus une cellule prolifère vite, plus elle va être sensible aux inhibiteurs de topoisomérase. Et il y a également ce qu'on appelle des amplicons, donc des zones d'ADN qui, dans des cancers, sont amplifiées. Et il y en a un qui est très connu, qui est la protéine R2, qui est la cible d'anticorps dans le traitement du cancer du sein, parce que c'est une protéine qui est souvent amplifiée dans le cancer du sein. Il se trouve que la protéine TOP2-alpha est au voisinage immédiat de R2. Donc quand on a une amplification génomique de R2, on va également avoir une amplification génomique de TOP2-alpha. Alors quels sont les déterminants de la réponse clinique? Eh bien, c'est la prolifération, et puis c'est la capacité de réparation des cassures, et en particulier l'existence ou non de la recombinaison homologue, et puis l'efficacité de la signalisation du DNR hyper, de stress réplicatif, et on le verra dans le cours suivant, l'expression de cette protéine SLFN11, qui est maintenant reconnue comme un marqueur quasiment universel de réponse aux chimiothérapies, toutes ces chimiothérapies qui vont induire des cassures double brin. Alors une chose qui n'est pas connue, c'est de savoir au fond, est-ce que la dégradation des complexes ADN-enzymes, dont vous avez compris que c'était la première étape de la réparation qui
qui était une étape nécessaire. Est-ce que cette étape-là est régulée ou pas? À l'heure actuelle, on ne le sait pas. Et on va voir tout à l'heure que tous les effets des inhibiteurs de topoisomérase ne passent pas nécessairement par le blocage de la réplication de l'ADN. Et à cet égard, vous vous rappelez donc que j'ai mentionné le fait que l'inactivation de certaines de ces topoisomérases va avoir des signes majeurs sur le cerveau, qui est un organe dans lequel les cellules ne se divisent pas. Alors peut-être une remarque, c'est qu'au fond, la formation de ces adduits covalents protéines ADN est un thème récurrent dans la pharmacologie des anticancéreux, mais avec des effets qui peuvent être distincts. On peut avoir l'épuisement de l'enzyme, on peut titrer l'enzyme, c'est ce qui se passait par exemple avec la DNA-méthyltransférase, dont on a parlé au départ. On peut avoir des cassures induites de l'ADN, on peut avoir des blocages de la réplication ou des blocages de la transcription. Et à cet égard, je vous remontre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, montrant que donc, quand on a une polymérase ARN qui est en train d'avancer, eh bien, il y a des stress topologiques majeurs. Et donc, pour résoudre ces stress topologiques majeurs, on va avoir présence aussi bien de la topoisomérase 1 que de la topoisomérase 2, de manière à pouvoir, au fur et à mesure que l'enzyme avance, relâcher ces contraintes topologiques et faire que la transcription se passe bien. Et donc, vous pouvez imaginer que si on bloque la fonction de la topoisomérase 1 ou de la topoisomérase 2, en particulier pour des gènes qui sont extrêmement longs, on va avoir une interférence majeure avec le processus de transcription par lui-même. On va pouvoir épuiser, donc, épuiser un certain nombre de transcrits. Et puis, un beau schéma aussi, toujours tiré de cette revue d'Yves Pommier, qui montre que dans la constitution d'une boucle d'ADN permettant la régulation de complexes de gènes avec une séquence de type enhancer, un promoteur qui initialement en est loin, des bornes de cette boucle d'ADN, on va avoir donc des mécanismes topologiques progressifs qui vont permettre d'aboutir à la forme ultime dans laquelle cette boucle est isolée, elle est optimisée pour transcrire. On a donc les séquences CTCF et puis les séquences de coésine qui vont marquer la topologie de cette boucle. Et on va avoir des sites de topoisomérase aussi bien à la base de la boucle qu'au sommet de la boucle pour pouvoir lier les contraintes, lever les contraintes liées à la transcription. Et le positionnement spécifique de la topoisomérase au regard de ces sites contrôlant la transcription va expliquer un certain nombre de choses sur les translocations induites par l'inhibition de ces complexes, puisqu'effectivement, ce n'est pas n'importe où qu'on va pouvoir casser l'ADN. Et c'est ce qui vous est représenté ici, au fond, sur une tentative d'explication sur le fait que l'utilisation de ces inhibiteurs de topoisomérase va être associée au développement chez un petit nombre de patients de leucémie secondaire. Et l'explication qui est proposée aujourd'hui pour la compréhension des mécanismes de formation de ces leucémies secondaires, c'est qu'on a donc ces boucles qui vont réguler l'expression des gènes, donc avec ces sites coésine et CTCF, la topoisomérase qui est là à la base et qui va contribuer à la définition de cette unité de transcription, et ceci va être répété un certain nombre de fois. Et donc, si on inhibe la fonction de la topoisomérase 2, je vous rappelle qu'on crée une cassure double brin, et ces cassures double brin vont ouvrir des possibilités d'échange qui vous sont représentées ici, où finalement, au décours d'une cassure double brin qui va libérer cette boucle-là, on va pouvoir ressouder ces boucles de régulation d'expression génétique de manière aléatoire, et ceci va conduire à des translocations chromosomiques dans lesquelles on va finalement pouvoir fusionner ces unités de régulation d'expression génétique, et ceci va donc conduire à des protéines de fusion, à donc des translocations chromosomiques avec protéines de fusion qui sont des déterminants bien connus de développement des leucémies. Et donc on sait
malheureusement, par l'expérience clinique, que l'utilisation massive de certains de ces produits a conduit au développement de ce type de leucémie qu'on appelle des leucémies secondaires et dont le mécanisme de formation est proposé ici, comme une complication finalement de ces cassures double brin multiples qui vont permettre des réassociations qui ne sont pas des réassociations dans le bon ordre. Alors ceci a été vraiment documenté dans un certain nombre de situations, figure un petit peu compliquée, mais qui montre justement au niveau, pour des translocations connues conduisant à des protéines de fusion à l'origine du développement de leucémie, on va avoir un certain nombre de points de cassure qui normalement sont relativement étalés dans ces exons, et quand on peut analyser, et ça a été fait dans un certain nombre de cas, ces translocations survenant dans le cadre de ce qu'on appelle des leucémies secondaires, donc se développant quelques années après un traitement par des inhibiteurs de topoisomérase, eh bien dans ces cas-là, on s'aperçoit que les points de cassure sont extrêmement focalisés, et ils sont extrêmement focalisés parce qu'ils correspondent en fait à un site de coupure par la topoisomérase et à un réassemblage finalement malencontreux à la suite de ces coupures multiples. Et donc on peut quasiment en regardant les séquences, les points de cassure, savoir si effectivement elle a été provoquée par l'utilisation d'un inhibiteur de topoisomérase ou pas. Et donc, ceci est assez bien documenté, alors de manière assez intéressante. Donc, ceci traduit les incidents, l'augmentation du risque de second cancer après traitement. Dans ce cas-là, ça a été traitement de la maladie de Hodgkin. Et on voit que, suivant l'âge auquel le traitement a été mis en route, au fond, à tout âge, on risque, avec un risque relatif qui est considérable, vous voyez, d'un facteur 30, mais quand même sur une maladie qui est, Dieu merci, assez rare. Donc en fait, en termes de santé publique, le risque statistique est élevé, le risque individuel l'est beaucoup moins. Et donc un risque de leucémie aiguë myéloïde qui est élevé. Et si on a été traité en particulier avant la puberté, avant le développement des organes, on a également un risque de cancer du sein, un risque de cancer de thyroïde, mais ce risque disparaît si le traitement a été fait après 20 ans. Pourquoi? Parce que ces organes ne sont probablement plus en croissance, et n'étant plus en croissance, ils sont moins sensibles à l'action de ces topoisomérases. Donc, en fait, c'est un problème médical en émergence, compte tenu de l'utilisation maintenant importante et évidemment de l'utilisation avec succès, je dirais, puisqu'un certain nombre de ces malades sont guéris, eh bien, ils peuvent malheureusement présenter dans un petit nombre de cas ce type de complications qu'on commence à voir. Alors, lié de manière indirecte à ces inhibiteurs de topoisomérase, je voudrais parler maintenant d'une autre classe qui sont les antibiotiques anticancéreux. Et en effet, parmi les substances naturelles, des produits de fermentation à activité anticancéreuse ont été beaucoup étudiés. Et donc, on a défini des antibiotiques anticancéreux j'ai cité là les plus connus, l'actinomycine D, la doxorubicine dont on va beaucoup reparler, la mitomycine, et un petit peu comme les dérivés du platine. Je vous rappelle qu'on a commencé à travailler sur le platine parce qu'il était capable de s'opposer à la prolifération des bactéries. Et donc là, c'est la même idée, on a des produits qui ont été découverts comme antibiotiques, on a voulu regarder s'il y avait également une activité sur des cellules cancéreuses, et il y en a. Alors, l'étude du mode d'action de ces produits est en fait beaucoup plus complexe que les inhibiteurs de topoisomérase. Les inhibiteurs de topoisomérase, comme les toposides, sont des molécules certes complexes, mais qui vont avoir une activité qui est de bloquer le relargage de l'ADN par le complexe. Ici, on a affaire à des molécules qui sont beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce que ce sont des intercalants de l'ADN, c'est-à-dire qu'elles sont capables, pour un certain nombre d'entre elles, de rentrer entre les bases et donc de modifier la topologie de l'ADN en allant se glisser entre les bases. Et certains d'entre eux, comme en particulier les anthracyclines, qui sont là aussi un anticancéreux extrêmement utilisé, ont d'autres activités comme le fait d'être aussi des inhibiteurs de topoisomérase.
Et ces médicaments vont modifier également l'expression des gènes, parce qu'on sait qu'il existe des relations extrêmement étroites entre la topologie de l'ADN et l'intercalation, et donc on va avoir des effets sur la régulation de l'expression génétique. Et puis il y a aussi des effets qui ont été décrits sur les mitochondries. On verra une tentative d'explication probablement dans le prochain cours. Et puis des effets sur la traduction. Ce qui pose donc une question qui n'est pas fermée, de savoir au fond de tous ces effets pour ces molécules dont vous avez compris en biologie on dirait que ce sont des molécules un peu sales parce qu'elles font beaucoup de choses à la fois. Et comme elles font beaucoup de choses à la fois, on ne sait pas très bien à la fin ce qui est important. Donc, prototype de cette classe, ce sont les anthracyclines, qui sont des molécules extrêmement largement utilisées en clinique, dont le mode d'action est complexe, puisque, on va le voir, il y a une inhibition des topoisomérases, mais il y a également la possibilité de créer des aduits directs sur l'ADN, comme je le disais, d'avoir des réactions d'intercalation, et également des effets qui sont moins bien compris sur les mitochondries et avec production d'espèces réactives de l'oxygène, dont on a proposé aussi qu'elles participent à la mort des cellules cancéreuses. Et donc, il y a de très nombreuses signalisations qui sont activées en aval, réparation d'ADN, bien sûr, apoptose, mais aussi des modifications de la transcription, des modifications épigénétiques, du stress oxydant, du stress métabolique, bref, une molécule pas très propre et pas très facile à étudier. Néanmoins, sur des lignées, quand on fait des cribles de shRNA comme ceux que je vous ai présentés au début de ce cours, eh bien, il y a au moins 3 gènes qui ressortent de manière très importante, CP53, CHK2 et également la topoisomérase 2-alpha, donc ce qui est traduit le fait que l'inhibition de la topoisomérase 2-alpha est importante dans le mode d'action, au moins dans des lignées. Évidemment, ce n'est pas forcément exactement la même chose sur des cellules primaires. Alors cliniquement, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que ces médicaments sont extrêmement toxiques pour le cœur, et donc une contre-indication majeure de leur utilisation, c'est l'état cardiaque. Et on va voir au fond qu'il y a des avancées moléculaires récentes qui ont été apportées pour comprendre cette toxicité cardiaque. Alors, voilà à quoi ressemble la molécule de doxorubicine, des cycles carbone-oxygène, cycles qui sont capables en fait de venir s'intercaler entre les bases, et par ailleurs un autre résidu qui est capable, dans certaines conditions, de se fixer à l'ADN et donc de fabriquer des aduits. Donc vous voyez des propriétés multiples, puisqu'évidemment l'intercalation entre les bases va modifier profondément la topologie et le fonctionnement de l'ADN. Et donc, quelque chose qui est tiré d'une vieille revue et qui montre au fond que ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Vous voyez, on a effectivement l'empoisonnement de la topoisomérase, mais on a également la formation d'aduits directs sur l'ADN, la formation de radicaux oxygénés, des effets topologiques qui vont chasser les histones et donc modifier la capacité de régulation d'expression de l'expression génétique, une toxicité extrêmement forte sur les cardiomyocytes, donc qui vont être à l'origine de la toxicité cardiaque, et puis la mort des cellules cancéreuses, ici des cellules ovariennes. Et comme vous pouvez le voir, ces effets sont observés pour des doses relativement différentes. Vous voyez que si vous regardez par exemple la formation d'aduits, elle est observée, au moins dans cette étude, à une dose qui est 20 fois inférieure à celle de l'inhibition de la topoisomérase, ce qui pose évidemment le problème de savoir quelle est la contribution de tout ça au mode d'action. Donc, comme tous les agents naturels ayant des effets multiples, la dose est absolument essentielle. Après, il est aussi important de regarder les effets in vivo sur des cellules primaires plutôt que de le faire ex vivo sur des lignées cellulaires, ce qui était le cas de ces études, et évidemment qui constitue une limitation importante de ces études. Alors, quelques travaux, vous voyez, extrêmement récents, publiés cet été,
qui montre que des questions très anciennes, en fait, n'avaient pas forcément été étudiées de manière totalement satisfaisante. Donc, dans ces travaux que je ne vais pas décrire en détail parce que c'est un petit peu compliqué, on a comparé, au fond, les effets de l'étoposide, donc inhibiteur pur de la topoisomérase 2, dont on sait qu'ils forment de manière très, très efficace ces fameux topoisomerase cleavage complex, donc ces adduits covalents entre la protéine et l'acide nucléique, et puis la doxorubicine, donc l'anthracycline. Et sans rentrer dans les détails de ces gels, on va pouvoir regarder la formation de ces complexes covalents entre ADN et protéines, ou alors la formation de supertours, donc la modification des contraintes topologiques sur l'enroulement de l'ADN. Et ce que vous voyez donc, c'est que pour ces deux agents dont on avait longtemps pensé qu'ils avaient des modes d'action strictement comparables, eh bien en fait pas du tout. Vous voyez que l'étoposide va induire très rapidement des taux très élevés de ces complexes de clivage, donc ils vont se coller à l'ADN, faire cette liaison covalente avec l'ADN et couper l'ADN, et que la doxorubicine ne le fait pas du tout, quand bien même son activité requiert la topoisomérase 2. Et en revanche, quand on regarde des modifications de la torsion de l'ADN, des modifications topologiques, eh bien là, on voit que l'étoposide ne fait presque rien, alors que la doxorubicine change tout. Et donc, pour avancer, et probablement conclure le cours d'aujourd'hui, les auteurs ont ensuite cherché à comparer la capacité de ces deux agents à s'opposer à la formation de colonies, donc regarder l'effet antiprolifératif de ces deux agents, qui ciblent tous les deux la topoisomérase 2, et effectivement, ces deux agents sont très efficaces. Quand on traite, il n'y a plus de pouvoir clonogénique, on empêche la prolifération cellulaire. Par ailleurs, ces deux agents sont bien dépendants de la topoisomérase 2A, puisque si on éteint l'expression de la topoisomérase 2A, on va récupérer complètement le pouvoir clonogénique. Donc on a bien affaire à des agents qui ciblent tous les deux la topoisomérase 2.1, mais probablement de manière différente, puisque l'un va induire des complexes de clivage et que l'autre n'en induira pas. Et les auteurs ont ensuite regardé qu'est-ce qui se passait au niveau de la synthèse de l'ADN. Donc ils ont utilisé pour ça l'astuce du peignage de l'ADN avec des synthèses utilisant des nucléotides fluorescents, dont on a parlé dans le premier cours, qui va permettre donc, à partir de la mesure de la longueur du fragment d'ADN qui a été synthétisé avec la deuxième couleur, de mesurer en fait de manière assez sommaire la vitesse de synthèse de l'ADN. Et donc, de manière attendue, on voit que quand on traite avec de l'étoposide ou avec de la doxorubicine, on va diminuer de manière très sensible la vitesse de synthèse de l'ADN. Donc, on va avoir un effet antiprolifératif par blocage de la synthèse d'ADN. Alors là où les choses se compliquent, c'est que si maintenant on fait la même chose avec l'inhibition de la formation, l'extinction de l'expression de la topoisomérase 2 alpha, eh bien, on voit que l'on récupère complètement la synthèse de l'ADN pour l'étoposide. Par contre, on ne récupère rien du tout pour l'effet de la doxorubicine, ce qui est encore une illustration du fait que bien que les deux médicaments nécessitent la présence de la topoisomérase 2 pour être active, leur mode d'action est en fait complètement différent. Que dans un cas, on a un blocage de la synthèse de l'ADN, qui est réversible, donc c'est ce qui est proposé ici. On a création de ces topoisomerase cleavage complexes qui vont bloquer complètement la synthèse. Par contre, dans le cas avec l'étoposide, par contre, dans le cas de la doxorubicine, eh bien, on n'a pas de formation de ces topoisomerase cleavage complexes, et c'est probablement par un mécanisme indirect faisant appel à l'intercalation qu'on va jouer sur la fonction de la topoisomérase. Et ceci aussi veut dire que ce n'est pas le ralentissement de la fourche de réplication qui est responsable de l'inhibition de clonogénicité, puisque vous voyez que là, on va récupérer complètement le pouvoir de prolifération, alors qu'on n'affecte absolument pas la vitesse de synthèse de l'ADN. Donc ceci montre qu'en fait,
même pour des molécules extrêmement anciennes, dont on avait pensé pendant très longtemps qu'elles avaient exactement le même mode d'action. En fait, le mode d'action est complètement différent. Et ceci est un modèle, il n'est pas encore complètement prouvé. On a bien donc une toxicité qui est dépendante de la topoisomérase 2, mais pas du tout dans le cas de la doxorubicine, par l'intermédiaire de la formation de ces complexes de clivage, qui posent donc le problème de savoir avec certitude comment est-ce que ce composé va agir. Bon, écoutez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on reprendra donc mercredi prochain. On va continuer à parler cette fois-ci des bases moléculaires de la protection du cœur des dommages de la doxorubicine, qui est un domaine sur lequel il y a eu des avancées importantes et il y a des essais cliniques en cours avec des stratégies qui fondées sur une exploration biologique qui permettraient d'imaginer de contrôler cette toxicité cardiaque. Voilà. Merci beaucoup.